La nuit de Noël, des missiles américains ont déchiré le ciel du nord du Nigeria, transformant un moment sacré en onde de choc géopolitique. À Sokoto, la peur ne venait plus des groupes armés cachés dans la brousse, mais d'une frappe étrangère menée sans coordination politique claire, bouleversant l'équilibre entre partenariat sécuritaire et souveraineté nationale. Que signifie ce précédent pour l'Afrique lorsque même des États centraux sont observés avec inquiétude par des dirigeants comme Ibrahim Traoré? Un signal bref, brutal et durable. Cette analyse promet de démêler les faits, les enchaînements et les enjeux sans extrapolation ni chiffres inventés afin de comprendre ce qui s'est réellement joué cette nuit-là. Le bénéfice pour le lecteur est clair, saisir les mécanismes qui transforment une opération tactique en test stratégique continental. L'objectif n'est pas de juger, mais d'expliquer comment une décision ponctuelle peut redéfinir des lignes rouges durables. Le récit suivra une progression précise. D'abord les signaux faibles observés avant la frappe, ensuite la séquence des décisions et des réactions, puis les conséquences mesurables sur la confiance, la coopération et la doctrine. À chaque étape, les faits disponibles seront replacés dans leur contexte régional et international. Un point d'attention guidera la lecture. Quand la coordination devient optionnelle, que reste-t-il de la souveraineté proclamée? Cette question, discrètement posée ici, trouvera des réponses étayées plus loin, au fil des révélations et des comparaisons. Elle permettra aussi d'identifier les marges de manœuvre restantes pour les États africains face aux partenaires puissants sans céder à l'émotion ni simplifier des équilibres complexes. En moins de 10 minutes, 3 frappes aériennes ont suffi à changer la nature d'un partenariat présenté comme routinier. La cible la plus sensible se trouvait à environ 800 mètres d'une école fermée pour les vacances, un détail qui a amplifié le choc politique. Avant cette nuit-là, le nord-ouest du Nigeria vivait sous une menace connue et tragiquement banale. Les groupes armés faisaient partie du paysage sécuritaire, anticipé, redouté, mais intégré au calcul des forces locales. La différence, cette fois, tenait à l'origine du danger. Les explosions ne venaient ni d'une embuscade ni d'une attaque improvisée, mais d'une opération extérieure menée avec des moyens technologiques supérieurs et un calendrier soigneusement choisi. Les semaines précédentes avaient pourtant livré des indices. Des analystes nigérians avaient relevé une intensification inhabituelle des activités de drones et des modifications dans les schémas de communication régionaux. Ces signaux n'annonçaient pas une offensive terroriste imminente, mais suggéraient un changement de posture d'un acteur étatique disposant d'une large liberté opérationnelle. Dans ce contexte, l'absence d'alerte formelle et de validation politique a pris une importance décisive. Lorsque les frappes n'ont eu lieu, la surprise a été totale. Les systèmes de défense n'ont pas été activés, non par incapacité technique, mais parce que la menace n'était pas identifiée comme hostile. Cette confusion initiale a transformé un événement militaire en crise de souveraineté. En quelques heures, la question n'était plus de savoir qui avait été visé, mais qui avait autorisé l'action et selon quelles règles implicites. À l'échelle régionale, la réaction ne s'est pas limitée à Abuja. Dans le Sahel, des dirigeants attentifs aux précédents ont observé la séquence avec gravité. Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, a interprété l'épisode comme un signal adressé à l'ensemble du continent. La coordination pouvait devenir secondaire lorsque l'urgence stratégique était invoquée. Ce mini-réveil a redéfini le cadre du débat. La lutte contre le terrorisme restait un objectif partagé, mais le coût politique d'une action unilatérale venait d'être exposé. À partir de ce moment, on sait que chaque décision ultérieure serait lue à travers ce prisme nouveau, où la sécurité et la souveraineté ne pouvaient plus être dissociées. À Sokoto, les premières heures ont été marquées par des gestes simples et révélateurs. Des familles ont quitté leur maison avant l'aube, non pour fuir une attaque annoncée, mais pour s'éloigner d'un ciel devenu imprévisible. Les hôpitaux locaux ont accueilli des blessés souffrant surtout de fractures et de traumatismes liés aux explosions, signe que l'impact psychologique dépassait largement les dégâts matériels immédiats. Un premier cas illustre cette bascule. Un directeur d'école,
découvrant que son établissement se trouvait à quelques centaines de mètres d'un point touché, a compris que l'absence d'élèves ce jour-là relevait du hasard calendaire, non d'une mesure de protection. Cette proximité a transformé une frappe ciblée en menace ressentie comme diffuse, touchant des civils qui n'étaient ni visés ni informés. Un second cas est apparu au sein des forces armées nigérianes. Des officiers chargés de la surveillance aérienne ont reconnu en interne que l'absence d'alerte n'était pas une défaillance technique, mais une lacune de coordination. Leur rôle n'avait pas été court-circuité par un adversaire, mais rendu obsolète par une décision prise ailleurs, sans notification préalable. Cette mise à l'écart a provoqué un malaise durable, car elle questionnait la chaîne de commandement elle-même. Ces expériences individuelles ont rapidement alimenté une lecture collective. L'événement n'était plus perçu comme un épisode isolé, mais comme un test de limites implicites. La frontière entre assistance sécuritaire et intrusion s'est révélée fragile, presque invisible, jusqu'au moment où elle a été franchie. À ce stade, une évidence s'impose. Quand la surprise domine, la souveraineté devient une variable. Avant les frappes, la relation sécuritaire suivait un schéma familier. Les échanges se faisaient par canaux militaires établis, les opérations conjointes reposaient sur des protocoles implicites, et la lutte contre les groupes armés était présentée comme un effort partagé. Cette routine avait installé une forme de confiance fonctionnelle, parfois prudente, mais rarement remise en cause publiquement. Dans ce cadre, l'espace aérien nigérian était considéré comme sensible, certes, mais protégé par la logique du partenariat. Puis, en l'espace de quelques heures, la séquence a basculé. Et la nuit de Noël a servi de déclencheur, non par hasard, mais par calcul symbolique. Alors que l'attention politique était dispersée et que les institutions tournaient au ralenti, l'opération a été lancée sans annonce préalable. Les premières explosions ont rompu le silence, suivies d'autres frappes destinées à neutraliser des infrastructures présentées comme logistiques. Le rythme était rapide, précis et surtout unilatéral. Immédiatement après, la communication officielle a tenté de refermer la brèche. Un communiqué bref a affirmé que l'opération s'inscrivait dans la coopération antiterroriste existante. Cette version a cependant été contredite en interne. À Abuja, les cercles politiques ont découvert que la coordination annoncée n'avait pas eu lieu au niveau requis. L'écart entre le discours public et la réalité procédurale a alors amplifié la crise, transformant une question militaire en affaire d'autorité politique. La réaction présidentielle s'est structurée en plusieurs temps. D'abord, le choix du calme. Aucun ton belliqueux, aucune accusation immédiate, mais une affirmation mesurée du contrôle de l'État sur son territoire. Ensuite, l'envoi d'un message clair aux partenaires. La coopération ne saurait se confondre avec un droit d'agir sans consentement. Cette prise de position a marqué le point culminant de la séquence, car elle a déplacé le débat du terrain tactique vers le terrain des principes. Les jours suivants ont constitué la phase de réverbération. Les ministères ont réévalué les protocoles, les diplomates ont multiplié les consultations, et les médias ont élargi la focale au-delà du Nigeria. Ce qui avait commencé comme une action ponctuelle est devenu un précédent potentiel observé attentivement par d'autres capitales africaines. Dans le Sahel, des dirigeants ont lu l'événement comme un avertissement adressé à tous ceux qui dépendent encore fortement de partenaires extérieurs pour leur sécurité. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré a été cité comme l'un des responsables ayant exprimé le plus clairement cette inquiétude. Pour lui, la séquence suivait une logique reconnaissable. Tester les réactions, mesurer la tolérance, puis ajuster les pratiques futures. Cette interprétation n'était pas isolée. Elle s'inscrivait dans une lecture plus large où chaque étape de la crise était perçue comme un maillon d'une chaîne plus longue. À la fin de cette phase, le paysage avait changé. La routine d'avant Noël n'existait plus. Les partenariats restaient nécessaires, mais désormais conditionnels. La ligne entre coopération et intrusion avait été tracée plus nettement, non par un traité, mais par l'enchaînement rapide d'actions et de réponses. La question centrale n'était plus ce qui s'était passé, mais ce qui pouvait encore se produire si cette nouvelle norme n'était pas explicitement redéfinie. Avant la nuit de Noël, l'équilibre sécuritaire reposait sur un indicateur simple. Les opérations aériennes étrangères au Nigeria étaient supposées être annoncées et validées politiquement. Après les frappes,
cet indicateur a changé. L'action militaire a précédé l'information, inversant l'ordre attendu entre décision et exécution. 3 éléments quantifiables suffisent à mesurer cette rupture. D'abord, 3 frappes distinctes ont été menées sur une fenêtre temporelle extrêmement courte, signalant une capacité d'action rapide sans phase de consultation visible. Cette concentration a montré que la priorité était l'efficacité tactique immédiate, non la gestion politique des conséquences. Ensuite, environ 100 personnes déplacées ont été recensées dans les heures suivantes, non à cause d'une occupation durable, mais par crainte d'une répétition imprévisible des frappes. Ce chiffre modeste, en apparence, a eu un effet disproportionné sur le sentiment de sécurité locale. Enfin, un rayon de moins d'1 kilomètre entre une zone touchée et une école a cristallisé le débat public, transformant une opération présentée comme précise en symbole de vulnérabilité civile potentielle. Pris isolément, chacun de ces chiffres pourrait sembler limité. Et ensemble, ils dessinent une trajectoire claire. La référence habituelle fondée sur la coordination et l'anticipation a été remplacée par une logique d'intervention rapide, où l'urgence stratégique prime sur la procédure. Ce glissement n'est pas seulement technique. Il modifie la manière dont les États évaluent les risques liés à leur partenariat sécuritaire. La comparaison avant-après met aussi en lumière un changement de perception au sein des institutions nigérianes. Avant, la présence de partenaires étrangers était intégrée comme un multiplicateur de capacités encadré par des accords tacites. Après, cette même présence a été relue comme une variable pouvant échapper au contrôle politique national. Cette relecture a entraîné une réévaluation des protocoles. Cela met aussi une prise de conscience plus large sur la dépendance opérationnelle. À l'échelle régionale, ces données ont circulé rapidement. Elles ont alimenté des discussions au-delà du Nigeria, notamment dans les pays du Sahel, où la coopération sécuritaire avec des acteurs extérieurs est fréquente. Les chiffres n'étaient pas interprétés comme des statistiques brutes, mais comme des signaux. Ils suggéraient qu'une action limitée pouvait produire un effet stratégique étendu en redéfinissant les attentes et les lignes rouges implicites. Dans cette lecture, le débat ne portait plus sur la légitimité d'une lutte contre le terrorisme, mais sur les conditions mesurables de son acceptabilité. Les États ont commencé à se demander quels indicateurs de contrôle restaient réellement entre leurs mains. La question sous-jacente était simple. Si la coordination disparaît dans un cas précis, à quel moment devient-elle l'exception plutôt que la règle ? C'est cette bascule, rendue visible par quelques chiffres clés, qui a donné à l'événement sa portée durable. Elle a transformé une opération ponctuelle en référence comparative pour les décisions futures, obligeant les gouvernements africains à recalibrer leurs attentes et leurs mécanismes de surveillance. Dans ce nouvel environnement, la donnée n'était plus neutre. Elle servait de preuve que l'ordre établi pouvait être modifié rapidement sans annonce préalable. Les partisans de l'opération avancent d'abord un argument de nécessité. Selon cette lecture, la menace terroriste impose parfois une action rapide, surtout lorsque des cibles mobiles risquent de disparaître. L'efficacité militaire primerait alors sur la lourdeur des procédures, et l'urgence justifierait un raccourci décisionnel. Dans cette logique, la frappe serait un mal ponctuel destiné à éviter un danger plus large, avec l'idée implicite que les résultats comptent davantage que la forme. Un second argument insiste sur la continuité du partenariat. Les défenseurs de cette position soutiennent que la coopération sécuritaire existante crée une autorisation tacite d'agir, même en l'absence d'un feu vert formel explicite. Selon eux, les accords passés, les exercices conjoints et le partage de renseignements constitueraient un cadre suffisant pour interpréter l'action comme une extension normale d'une collaboration déjà acceptée. La frappe serait alors une manifestation extrême, mais cohérente, d'un engagement commun contre un ennemi partagé. Ces deux arguments méritent donc d'être pris au sérieux, car ils reflètent des préoccupations réelles. La lutte contre des groupes armés violents nécessite parfois de la vitesse, et les partenariats internationaux reposent souvent sur des zones grises opérationnelles. Toutefois, les faits observables affaiblissent ces justifications lorsqu'on les confronte à la séquence concrète des événements. Premièrement, l'urgence invoquée n'était pas accompagnée d'une menace imminente clairement établie publiquement.
Les signaux précédents faisaient état de mouvements inhabituels, mais pas d'une attaque en cours nécessitant une réaction immédiate sans consultation politique. Deuxièmement, l'idée d'une autorisation tacite se heurte à une donnée centrale, l'absence d'information des plus hautes autorités civiles nigérianes. Sans validation politique, donc la coopération militaire perd son ancrage institutionnel et devient unilatérale de fait. Enfin, les conséquences observées montrent que l'efficacité tactique n'a pas empêché un coup stratégique. Les déplacements de civils, la confusion au sein des forces locales et la réaction diplomatique régionale indiquent penchant que l'action a produit des effets dépassant largement son objectif initial. Ces résultats suggèrent que la rapidité, sans cadre clair, peut générer plus d'instabilité qu'elle n'en résout. Ainsi, même en acceptant les arguments favorables à l'opération, l'examen des faits conduit à une conclusion nuancée. La nécessité et le partenariat ne suffisent pas à eux seuls à légitimer une action lorsque la procédure de consentement est contournée. Et la solidité d'une coopération se mesure aussi à sa capacité à résister à l'urgence sans sacrifier les principes qui la fondent, et c'est précisément là que tout se clarifie. La ligne rouge devient visible. Ce qui change à ce stade n'est pas un fait nouveau, mais la lecture collective de l'événement. Jusqu'ici, les réactions pouvaient encore être interprétées comme des ajustements diplomatiques classiques. À partir de ce point médian, la séquence est relue comme un moment de bascule où une action isolée acquiert une valeur de précédent. La question n'est plus seulement ce qui s'est passé, mais ce que cela autorise demain. Le révélateur principal vient de la synchronisation des réactions africaines. Les prises de position ne sont plus dispersées ni purement nationales. Elles commencent à converger autour d'un même vocabulaire, de centrer sur le consentement, la procédure et la limite entre coopération et contrainte. Cette convergence transforme une crise bilatérale en enjeu continental, car elle crée une attente partagée quant aux règles du jeu futur. Dans ce contexte, la parole de certains dirigeants prend un poids particulier. Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette dynamique en liant explicitement l'épisode nigérian à une réflexion plus large sur l'autonomie stratégique. Son intervention n'ajoute pas d'informations factuelles, mais elle cristallise une interprétation. L'incident n'est pas une anomalie, il est un signal. À partir de là, l'équilibre se modifie. Les partenaires extérieurs ne sont plus évalués uniquement sur leur capacité militaire, mais sur leur respect des cadres politiques. Cette requalification du critère central marque le véritable tournant de l'histoire. Les conséquences concrètes de cette séquence se lisent différemment selon les acteurs concernés, mais elles convergent vers un même point, la modification durable des attentes. Pour l'État nigérian, l'effet immédiat a été institutionnel. Les autorités ont dû réaffirmer publiquement le principe de contrôle souverain de l'espace aérien, non comme une posture idéologique, mais comme une nécessité opérationnelle. Cette réaffirmation a entraîné une révision interne des protocoles de communication afin de réduire les zones grises où une action extérieure pourrait être interprétée comme acceptable sans validation explicite. Pour les forces armées et les agences de sécurité, l'impact a été plus technique. La confiance implicite dans les mécanismes de coordination a été remplacée par une logique de vérification renforcée. Chaque partage de renseignements, chaque exercice conjoint a commencé à être relu à travers le prisme du risque de contournement. Cette évolution a ralenti certains processus, mais elle a aussi renforcé la vigilance institutionnelle en rappelant que la coopération ne dispense pas du contrôle. Du point de vue des populations civiles, les effets ont été moins abstraits. Les déplacements observés après les frappes, bien que limités en nombre, ont illustré une réalité simple. L'imprévisibilité crée de l'insécurité, même sans occupation prolongée. Pour les habitants des zones concernées, la menace n'était plus seulement liée aux groupes armés, mais à la possibilité d'actions extérieures soudaines, et qui décidaient loin de leur quotidien. Cette perception a fragilisé le sentiment de protection que l'État cherche à projeter. Les partenaires régionaux ont eux aussi tiré des enseignements précis. Pour plusieurs gouvernements africains, l'épisode nigérian a servi de cas d'école. Il a montré qu'un pays disposant d'institutions solides et d'un poids démographique important
pouvait néanmoins être placé devant le fait accompli. Cette lecture a nourri une réflexion sur la dépendance sécuritaire et sur la nécessité de mécanismes régionaux capables de peser collectivement face à des acteurs plus puissants. Sur le plan diplomatique, l'effet s'est étendu au-delà de l'Afrique. Des alliés traditionnels ont exprimé, parfois discrètement, leur malaise face à une action perçue comme procéduralement agressive. On sait, cette réaction a introduit un coup réputationnel pour l'acteur à l'origine des frappes, car elle a déplacé le débat du terrain de l'efficacité militaire vers celui de la légitimité internationale. Même sans sanction formelle, cette perte de capital politique a été intégrée dans les calculs futurs. Enfin, pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, la séquence a renforcé une conviction déjà présente. L'événement a été interprété comme la preuve qu'une stratégie fondée uniquement sur l'assistance extérieure comporte des risques structurels. Cette lecture n'a pas conduit à un rejet immédiat de toute coopération, mais à une insistance accrue sur l'autonomie décisionnelle et la solidarité régionale comme contrepoids. Pris ensemble, ces effets dessinent une conséquence majeure: la transformation d'un incident ponctuel en référence pratique. Or, chaque acteur, qu'il soit étatique, militaire ou civil, a ajusté son comportement en fonction de ce précédent. La sécurité n'a pas disparu, mais elle est désormais négociée avec plus de conditions, plus de méfiance et une conscience aiguë des asymétries de pouvoir. Cette réalité, déjà visible, continue de façonner les choix politiques bien au-delà de l'événement initial. Sur les 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires plausibles se dessinent, chacune reposant sur des choix politiques distincts et sur la manière dont les acteurs interprètent le précédent créé. Le scénario de base est celui d'un rééquilibrage prudent. Dans cette hypothèse, les partenariats sécuritaires se poursuivent, mais avec des garde-fous renforcés. Les États africains exigent des mécanismes écrits de notification et de validation, tandis que les partenaires extérieurs acceptent des délais supplémentaires en échange de la continuité opérationnelle. La coopération devient plus lente, mais plus prévisible. Le coût est une efficacité tactique parfois réduite, le bénéfice, une stabilité politique accrue. Le scénario optimiste suppose une inflexion plus ambitieuse. Ici, l'incident sert de catalyseur à une coordination régionale renforcée. Des cadres communs de contrôle de l'espace aérien et de partage du renseignement émergent, réduisant la dépendance bilatérale asymétrique. Les partenaires extérieurs s'adaptent à ces structures collectives, trouvant dans la clarté procédurale un nouveau terrain de confiance. Cette voie nécessite un investissement institutionnel et diplomatique important, mais elle offre une réduction durable des malentendus et des crises de souveraineté. Le scénario pessimiste, enfin, repose sur l'absence de correction. Dans cette configuration, l'épisode est traité comme une exception sans réforme substantielle. Les zones grises persistent et la tentation d'action unilatérale demeure lorsque l'urgence est invoquée. Chaque nouvel incident alimente alors la méfiance, fragilise les gouvernements locaux et accroît la politisation de la coopération sécuritaire. À terme, cette spirale pourrait conduire soit à une rupture brutale des partenariats, soit à une acceptation résignée d'une perte d'autonomie décisionnelle. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture. Doyle montre que l'issue dépend moins de la menace sécuritaire elle-même que de la capacité des acteurs à redéfinir des règles partagées. Une recommandation de méthode s'impose dans tous les cas: transformer l'implicite en explicite, clarifier les procédures, formaliser le consentement et définir des seuils d'action mesurables réduisent l'espace de l'arbitraire sans nier l'urgence. La question ouverte demeure la suivante: quel scénario sera privilégié lorsque la pression opérationnelle rencontrera de nouveau la tentation du raccourci décisionnel? La réponse ne dépendra pas d'un seul événement, mais de la cohérence des choix faits dans les mois à venir. Pour le lecteur, cette histoire cesse ici d'être abstraite. Elle touche à des choix concrets qui influencent la vie quotidienne, même loin des zones de conflit. Pour les citoyens ordinaires, l'enjeu principal est la prévisibilité.
Lorsque les règles sont claires, la peur recule. Lorsque les décisions tombent sans avertissement, l'insécurité devient diffuse, s'installant dans les esprits bien avant de se traduire par des faits visibles. Pour les professionnels de la sécurité et de l'administration publique, la leçon est différente, mais tout aussi directe. Leur travail repose sur des chaînes de responsabilité lisibles, une coordination contournée fragilise ces chaînes et expose les institutions à des crises qu'elles ne peuvent ni anticiper ni expliquer rapidement. À moyen terme, cette fragilité érode la confiance interne, rendant plus difficile la mobilisation collective lors de véritables urgences. Les acteurs économiques et sociaux ressentent également l'impact. Les entreprises, ça locales comme internationales, observent attentivement la stabilité politique et la cohérence des décisions souveraines. Une incertitude persistante peut freiner les investissements, non par peur immédiate, mais par anticipation de risques mal définis. Les organisations civiles, quant à elles, se retrouvent souvent en première ligne pour gérer les conséquences humaines d'événements qu'elles n'ont pas contribué à provoquer. Face à ces réalités, deux gestes simples peuvent aider le citoyen à rester acteur plutôt que spectateur. Le premier consiste à s'informer de manière critique, en distinguant les faits établis des interprétations émotionnelles. Le second est de soutenir, par le débat public et les canaux civiques existants, les initiatives qui visent à renforcer la transparence et la responsabilité institutionnelle, plutôt que celles qui exploitent la colère ou la peur. Cette séquence rappelle une évidence souvent négligée. La souveraineté n'est pas seulement une affaire de chefs d'État et de traités. Elle se manifeste aussi dans la capacité d'une société à comprendre ce qui est fait en son nom et à demander des comptes lorsque les règles semblent floues. La question à garder en tête est donc simple mais exigeante. Comment chacun peut-il contribuer à son niveau à rendre les décisions de sécurité plus compréhensibles et plus responsables sans sacrifier la nécessité de protection collective ? Une voie de sortie structurée repose sur une succession d'étapes concrètes, chacune visant à réduire l'ambiguïté sans rompre la coopération. Pour commencer, il s'agit de formaliser le consentement. Les États membres concernés définissent clairement qui autorise quoi, à quel niveau politique et par quels canaux vérifiables. Cette clarification ne crée pas de lenteur inutile. Elle fixe simplement une responsabilité identifiable en amont de toute action. Dans un second mouvement vient l'alignement opérationnel. Les forces locales et les partenaires extérieurs harmonisent leurs procédures de notification avec des seuils précis, déclenchant une consultation obligatoire. L'objectif n'est pas de bloquer l'action, mais d'éviter que l'urgence soit interprétée de manière unilatérale. Chaque opération devient ainsi traçable, avant et après son exécution. Puis, il devient essentiel de la mesure et de l'évaluation. Les gouvernements mettent en place des indicateurs simples pour juger non seulement l'efficacité militaire, mais aussi l'impact politique et social des interventions. Cette double lecture permet d'ajuster les pratiques sans attendre une crise ouverte. Elle transforme l'expérience accumulée en apprentissage institutionnel. Par ailleurs, un autre axe majeur repose sur la coordination régionale. En partageant cadres et standards, les États africains réduisent l'asymétrie bilatérale. Une position collective renforce la capacité de négociation et limite la tentation d'action isolée. C'est dans ce contexte que des figures comme Ibrahim Traoré insistent sur l'importance d'une autonomie concertée plutôt que strictement nationale. Enfin, un dernier levier concerne la communication publique. Expliquer les règles, les limites et les mécanismes de contrôle renforce la confiance des populations. La transparence devient un outil de stabilité, maintenant un aveu de faiblesse. Pris ensemble, ces 5 mouvements dessinent une solution progressive. Ils ne promettent pas l'absence de risque, mais offrent un cadre où la sécurité et la souveraineté cessent d'être opposées. La question déterminante reste alors ouverte. Ces étapes seront-elles mises en œuvre avant que le prochain test ne survienne ? Le récit revient alors à une image simple, presque silencieuse, déjà évoquée plus tôt. Une école vide, épargnée par le hasard du calendrier. Ce lieu ordinaire est devenu, malgré lui, un symbole durable. Il rappelle que les décisions prises loin du terrain finissent
toujours par toucher des espaces de vie concrets, là où la politique rencontre le quotidien. Avec le recul, la séquence apparaît moins comme une succession d'événements que comme un moment de clarification. On a les réactions mesurées, les prises de position régionales et les débats publics ont révélé une maturité nouvelle. Il ne s'agissait pas de refuser toute coopération, mais de redéfinir les conditions dans lesquelles elle est acceptable. Cette nuance a donné de la profondeur au message porté par plusieurs dirigeants africains. Dans ce cœur, la voix de Ibrahim Traoré a trouvé un écho particulier, non parce qu'elle était la plus forte, mais parce qu'elle s'inscrivait dans une continuité historique. Elle rappelait que la souveraineté n'est pas une posture figée, mais une pratique qui se renforce ou s'affaiblit selon les réponses apportées aux crises. Le message était sobre. Accepter l'ambiguïté aujourd'hui, c'est l'institutionnaliser demain. Ce rappel a fonctionné comme un fil conducteur émotionnel. Il a relié les faits, haché les chiffres et les scénarios à une question plus intime. Qui décide et au nom de qui ? En refermant cette boucle, l'histoire cesse d'être seulement analytique. Elle devient un miroir tendu à des sociétés qui cherchent à concilier protection et dignité. Et au fond, c'est là une conclusion discrète. La souveraineté se défend dans le détail. Cette histoire se termine sans conclusion fermée parce que ses effets continuent de se déployer. Elle invite plutôt à une réflexion partagée au-delà des cercles diplomatiques et militaires. Les événements évoqués ne concernent pas seulement un pays ou une nuit précise, mais une manière collective de penser la sécurité, la coopération et le respect des règles communes. Pour chacun, l'enjeu est de rester attentif à la façon dont ces principes sont invoqués et appliqués. Observer, aller questionner et comparer les réponses apportées permet de dépasser les réactions immédiates. C'est dans cette vigilance calme que se construit une compréhension plus fine des rapports de force, loin des slogans et des simplifications. Le débat reste ouvert. Faut-il privilégier l'efficacité à court terme ou la cohérence à long terme ? Comment concilier l'urgence sécuritaire avec des cadres politiques clairs et respectés ? Ces questions n'appellent pas des réponses uniques, mais des échanges informés et continus. Si ce récit a suscité une interrogation ou éclairé un angle nouveau, le dialogue peut se poursuivre. Partager un point de vue, confronter des lectures différentes et écouter celles des autres contribue à enrichir la réflexion collective. C'est ainsi que les lignes de principe cessent d'être abstraites et deviennent des repères vivants.